quelle finalité pour les enseignements? La réponse à cette question semble aller de soi. Instruire, éduquer, transmettre, préparer. Oui, mais encore, quel savoir transmettre? Quelle culture? Quelle priorité éducative? Partant de la relation consubstantielle de l'école française avec la République, il nous a paru intéressant de nous demander si la trilogie des valeurs républicaines pouvait constituer la finalité de l'école et de ce que les élèves y apprennent. Pour répondre à cette question, nous avons sollicité 3 intervenants complémentaires à nos yeux. Une universitaire engagée dans la formation des enseignants, Line Dubas-Bocage de l'Université Cergy-Paris, la présidente d'ATD Quart Monde, porte-parole des parents et élèves les plus démunis, Marie-Alette Grard, et le proviseur conseiller politique de l'Association des collèges anglais, Eddy Playfair. Chacun d'eux nous a confié une contribution écrite et un entretien vidéo. Ce qu'on voudrait cet après-midi avec vous, c'est vous enregistrer vos réponses à 2 questions qu'on pose à chacun de vous, 2 questions qui ne sont pas les mêmes, qui sont tirées en fait de la lecture de vos écrits. Et ensuite, on vous pose une question commune parce que vous avez apporté tous les deux dans vos écrits des concepts qui sont utiles à la réflexion sur le curriculum. Sachant qu'on est dans une table ronde sur les finalités de l'école. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tout s'emboîte, hein, c'est un petit peu comme des poupées gigognes. On a bien les finalités, le curriculum, vos apports, mais je crois qu'il faut avoir en tête cet arrière-plan important ou ce chapeau des finalités de l'école et des finalités aussi du curriculum, des savoirs, etc. Quelle est selon vous l'actualité éducative de la valeur fraternité? La valeur éducative a en ce moment en France on va dire une cuisante actualité. En fait, même au moment où nous sommes en train de discuter, il est question de réfléchir à une loi sur les valeurs de la République en relation avec ce qui se passe à l'école. Et ce qu'on a pu constater, c'est que quand on parle des valeurs de la République, on oublie souvent la valeur fraternité. Donc, on a l'impression que parce qu'elle n'est pas forcément juridiquement circonscrite, c'est une des valeurs, c'est une valeur qui est souvent écartée. Et c'est sans doute dû aussi au fait qu'elle est difficile à enseigner. Et donc, ça pose la question de son enseignement et de cette portée éducative qu'elle peut avoir au sein de l'école. Mais d'un autre côté, il y a cette considération qui vient aussi de certains enseignants que c'est une valeur finalement qui s'exerce et donc qui cherchent à la prendre vraiment à bras-le-corps dans la réalité de ce qu'ils font à l'école. Donc, la valeur éducative de la valeur fraternité au sein de l'école, c'est quelque chose qui est en réflexion et qui, à mon avis, renvoie à la fois à la liberté d'expression, à l'apprentissage de la manière de l'exercer. Hein. Ce n'est pas un savoir qu'on enseigne, mais c'est un savoir-vivre avec les autres qu'on pratique. Et d'un autre côté, c'est aussi une manière d'apprendre avec les autres et d'accepter aussi les différences. Donc, ça renvoie à des questions d'équité, ça renvoie également à une manière de savoir écouter les autres et de savoir s'entendre et voilà, et partager ensemble. Donc, ce sont ces finalités éducatives de cette valeur fraternité qui, à mon avis, rejoignent complètement la portée de l'école, en fait, des missions de l'école. Alors justement, vous avez écrit dans votre texte que cette valeur, elle est à la fois difficile à mettre en œuvre et nécessaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette tension entre la difficulté et la nécessité? Elle est en effet difficile justement par rapport à la question qui correspond à
à son enseignement. Les enseignants, ils pensent à des savoirs qui sont construits, qu'ils vont être amenés à transmettre aux élèves. Et on pourrait définir la fraternité en une phrase, considérer l'autre comme mon frère, etc. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes de valeur, effectivement? Comment est-ce que je peux la pratiquer, en quelque sorte? Là se trouve aussi la difficulté. On peut simplement la définir, mais en même temps, cela pose question de sa place dans l'école en termes de savoir à enseigner. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour les enseignants, ce n'est pas un savoir comme un autre. Donc ça signifie qu'ils sont obligés d'adapter leur pratique, leur manière de faire. Et d'un autre côté, c'est une nécessité parce que si on considère que cette valeur amène chaque individu à prendre en considération l'autre, à se mettre à la place de l'autre, eh bien, c'est la base pratiquement de l'enseignement et c'est aussi la base de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour comprendre l'autre, pour pouvoir aller dans son sens, je dois être capable de me mettre à sa place. Et dans le développement même de l'enfant, on sait que c'est ce processus qui favorise en fait le développement progressif vers l'abstraction. Donc, si nous pouvons envisager des dynamiques en fait qui vont permettre de faire vivre les questions de fraternité, il est fort probable qu'on va développer des compétences, des savoir-faire, des savoirs communiquer, des savoirs débattre avec les autres qui sont, on va dire, des compétences qui seront nécessaires dans la société dans laquelle on va vivre. Donc, dans ce sens, il y a sans doute une difficulté, mais une nécessité de développer des enseignements spécifiques, nouveaux peut-être à inventer de cette valeur dans l'école. Merci. Michel. Juste une question, Lynn, si vous permettez. Est-ce que vous considérez que ces valeurs de la République qui sont arrivées au premier plan en raison de circonstances extrêmement dramatiques, est-ce qu'elles sont bien connues? Parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de superstructure et puis que derrière, c'est un petit peu creux, ce sont des mots. Est-ce que vous pensez que tant les enseignants que les élèves ont une réelle connaissance qui leur est personnelle, parce que ça peut être aussi, chacun a sa propre opinion, mais une connaissance de ces valeurs de la République? Je dépasse un tout petit peu la fraternité, je vous interroge aussi sur la liberté et l'égalité. Oui, Michel, cette question est très, on va dire, très pertinente, je dirais, dans les éléments que nous avons en ce moment en termes de formation. Donc moi, j'interviens dans la formation des enseignants. Et l'actualité nous a amené à mettre un focus vraiment sur les significations que nous accordons à ces valeurs, à ces mots, en fait, pour envisager des formes d'enseignement. À cette occasion, en fait, les enseignants sont confrontés, par exemple, des stagiaires en formation qui, dans le système français, sont en alternance, donc ils sont sur le terrain aussi en même temps, mais ils ont aussi la possibilité de revenir à l'INSPE donc, pour pouvoir compléter leur formation. Et donc, à cette occasion, on se rend compte qu'il existe un fossé entre ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait lire, ce qui est écrit, c'est la première des compétences, hein, le respect des valeurs de la République dans le référentiel de compétences. Donc, nous vérifions qu'ils l'ont lu au moins et ils nous la répètent. Donc, effectivement, ils l'ont lu, ils la connaissent. Et puis, ce qu'ils disent de ce qu'ils voient sur le terrain et de la difficulté de la construction, de pouvoir se construire une identité professionnelle. Hein, vraiment, c'est ce qu'ils expriment en ce moment, hein, au moment où je parle, c'est-à-dire j'ai fait mon cours il y a 2 jours, et c'est vraiment ce qui est ressorti de cette difficulté qu'ils ont à comprendre comment ces valeurs qu'ils lisent, qu'ils vont essayer d'incarner sur le terrain, se trouvent chahutées, en fait, dans la réalité de ce qui se passe. Donc, avec les enseignants expérimentés. Donc je dirais que plus que le fait de ne pas connaître ces valeurs, les enseignants sont confrontés en ce moment
à une réinterprétation au regard de ce que nous vivons dans la société, des significations qui sont sous-jacentes à ces valeurs. Et d'un autre côté, on se dit que si on les garde comme des textes de loi, comme les droits de l'homme dans lesquels on les retrouve, alors elles ont toute leur portée et elles sont encore valables maintenant. Et nous sommes parvenus avec le groupe, après ce débat, à nous dire que finalement, le plus important, pour l'instant, était de garder l'esprit ouvert et de constituer un collectif dans lequel ils pourraient exprimer finalement toute leur compréhension. Je ne dis pas incompréhension, mais je dirais tout ce qu'ils comprennent de la situation qu'ils sont en train de vivre. Et j'ai été content parce que ce n'était pas forcément mon objectif au départ, mais ils m'ont dit que c'était suffisant et qu'ils étaient très contents finalement que voilà, ils ont leur groupe, ils ont le collectif qui sont ces groupes et qu'ils vont continuer comme ça parce qu'il y a un autre sentiment qui se développe en ce moment, c'est le sentiment de solitude. Alors après, au niveau des élèves, je pense que ce qui se joue dans le collectif des jeunes, c'est quelque chose qui est peut-être plus grave, parce que moi, ce qui ressort, hein, je les écoute aussi avec une recherche que j'ai là, c'est qu'ils développent un sentiment de culpabilité. Ils développent un sentiment de culpabilité avec, je dirais, aucune possibilité de le contenir, de le maîtriser. Et ça fait des situations qui sont sans doute qu'il faudra prendre en considération, il faudra étudier, qu'il faudra essayer de comprendre avant la rentrée. Oui, je pense, en ce moment. Il faut vraiment qu'on mette à plat ce qui se passe au niveau des jeunes. Je ne m'engage pas plus, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Eddy, pourrions-nous éclairer ce que sont les valeurs britanniques et la place qu'elles tiennent dans le débat public et dans l'éducation en Angleterre? Oui, merci Jean-Pierre. Alors, ces valeurs britanniques, ce n'est pas du tout la devise républicaine française. Elles n'ont pas des racines profondes dans l'histoire du Royaume-Uni particulièrement. On nous a présenté ces valeurs assez récemment, il y a une dizaine d'années, je pense. Il est difficile de ne pas être en accord avec les valeurs, mais il y a on nous les a présentées comme des données, sans contexte historique, sans débat, sans interrogation, sans dialogue, en fait. Et donc, les éducateurs, les établissements, les écoles, les lycées, ont le devoir de faire la promotion de ces valeurs. Donc, quelles sont les valeurs? Les valeurs sont démocratie,
Juste une petite question, Eddy. Avant justement cette nécessité de faire vivre ces valeurs, de créer le contexte, il y a 10 ans, quand ces valeurs ont été présentées, elles devaient être enseignées et si oui, dans quel cours, dans quelle discipline? Non, justement, elles ne sont pas localisées dans un curriculum particulier, donc elles ne font pas partie d'un programme particulier. C'est selon l'établissement. Il y a des programmes de citoyenneté. La citoyenneté est un sujet, mais ce n'est pas un sujet obligatoire. En fait, le système anglais est très volontariste, et donc il n'y a pas de prescription de comment enseigner ces valeurs. Mais quand les inspecteurs viennent, quand il y a une inspection, ils vont demander aux jeunes dans les couloirs que savez-vous des valeurs britanniques, et si les jeunes leur répondent pas grand-chose, c'est une mauvaise note pour l'établissement. S'ils peuvent répéter oui, c'est démocratie, c'est respect de l'autre, etc., c'est déjà quelque chose. Et bien sûr, les inspecteurs inspectent autre chose, ils vont chercher autre part aussi, mais l'évaluation, essentiellement, c'est sont-ils conscients, connaissent-ils ces valeurs? Et en fait, c'est pas très profond. On ne va pas en grande profondeur. D'accord. Merci, Eddy. On est plutôt sur des savoirs déclaratifs que sur... Voilà, c'est exactement ça, c'est déclaratif, oui. Bien, et alors, est-ce que effectivement, du point de vue de l'activité des élèves et de la vie des élèves dans un établissement anglais, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir de créer justement un contexte favorable au partage de ces valeurs britanniques? Oui, alors là, c'est tout autre chose. Ce n'est pas fondé sur les valeurs britanniques, c'est surtout fondé sur les valeurs de l'établissement. Et il y a beaucoup de très, très bonnes pratiques au niveau de la participation étudiante dans la gestion de l'établissement. Souvent, il y a des systèmes très développés de student council, student union, des syndicats étudiants, des structures étudiantes pour la représentation et la participation des étudiants dans la vie scolaire. Et il y a beaucoup de projets sur la participation dans la participation démocratique, les grandes questions globales, le réchauffement climatique, l'égalité, Black Lives Matter par exemple. Il y a eu beaucoup de réponses, de réactions, de participation étudiante dans ce mouvement. Et même des débats sur le curriculum lui-même, les défaillances du curriculum britannique, ce qu'on ne nous apprend pas, les choses qu'on devrait nous apprendre et qu'on ne nous apprend pas. Donc il y a beaucoup de débats et beaucoup d'établissements promotent un débat, un dialogue important sur le rôle des jeunes dans la société, etc. Donc ça n'a rien à voir avec les valeurs britanniques, malheureusement. La connexion n'est pas faite parce que vous avez un processus très comme vous avez dit, très déclaratif d'un côté et un autre processus beaucoup plus participatif et qui va de la base, si vous voulez, d'un autre côté. Mais ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les établissements, donc ce n'est pas mandaté par le gouvernement. Alors, maintenant, je voudrais vous poser à l'un et à l'autre une question commune, parce que dans les écrits que vous avez communiqués à propos de cette table ronde, vous avez apporté à la réflexion sur le curriculum et ses finalités deux concepts, deux notions qui nous semblent très utiles. Lynn, vous avez parlé dans votre contribution d'un savoir-relation. Savoir-relation qui se distingue et qui a une valeur ajoutée certainement au savoir académique transmis traditionnellement par l'école.
Et vous, Eddy, vous avez dit, et ne vaudrait-il pas mieux parler de littératie? Et ce concept de littératie, effectivement, nous paraît aussi important à creuser. Donc, pourriez-vous, l'une et l'autre, nous montrer la pertinence de ces concepts pour l'école de ce début du XXIe siècle? Lynn, peut-être? Oui, merci. Alors, en effet, la question du savoir-relation est une question que nous discutons en fait dans notre laboratoire en tant que concept. Et d'un autre côté, il y a cette dimension, on va dire, de théorisation en quelque sorte. Et puis, il y a, parce que nous sommes aussi dans la formation, un regard sur ce qui se passe effectivement sur le terrain. Et dans les caractéristiques, pour l'instant, les contours que nous voyons du savoir-relation, c'est de considérer en fait ce qui peut se passer à l'intérieur on va dire, dans la dynamique d'une salle de classe, dans laquelle les apprenants, les élèves, en fonction de leur âge, pourraient participer en fait à la construction, à l'élaboration de ce savoir qui s'appuie sur les manières d'échanger entre eux et sur les thèmes aussi qu'ils vont discuter. Donc le savoir-relation revient quand même aux enseignants, c'est leur responsabilité, on pourrait dire, de l'organiser, donc à travers par exemple des structures physiquement en termes de cercles dans lesquels tout le monde serait dans une forme d'horizontalité, où la proposition des uns et des autres serait étudiée pour ce qu'elle est, et ensuite, en fonction des échanges et de ce qui serait élaboré dans le groupe, prendrait un autre statut. C'est probablement ce qui se fait déjà dans certaines approches, mais notre proposition en termes de savoir-relation, c'est de considérer que si les enseignants eux-mêmes sont formés à appréhender même des savoirs académiques de cette manière, même des savoirs mathématiques. On a un collègue qui nous propose justement une approche en termes de cercle avec l'apprentissage des savoirs mathématiques. Alors, il y a, ça rejoint ce qu'on disait au début, il y a une structuration en fait de la manière d'interagir avec les autres qui va se retrouver, que ça soit au niveau de la classe, dans le groupe, ou bien à un niveau, c'est-à-dire en relation avec les adultes, par exemple, mais également dans la structuration de l'organisation de ces échanges, quelque chose qui est un mode de vie. Donc, on vise finalement le développement de l'individu dans la société. Et donc, les jeunes seraient amenés à se voir, en fait, les uns avec les autres, les uns avec les plus âgés ou les différents, on va dire, et également leur place à eux dans la société. En tout cas, cette idée s'appuie à la fois sur une approche, on va dire, très sérieuse du socio-constructivisme, c'est-à-dire qu'on se construit, qu'on apprend avec les autres, mais et quels que soient les savoirs, du coup, qui sont en jeu, mais également que le fait d'apprendre de cette manière organise aussi des modes relationnels de communication, et que ces modes relationnels de communication, eh bien, nous amènent aussi à envisager d'autres manières d'interagir plus tard. Et là, on pense un petit peu aux politiques de civilisation ou à la politique de civilisation dont parle Edgar Morin, un développement de l'éducation qui, en tout cas, avoir personnellement accompagné certaines de ces expérimentations, il y a de l'apprentissage. Les élèves apprennent à communiquer sur des approches semi-longitudinales. On a bien vu qu'il y avait, avec ces élèves qui avaient pris cette habitude-là, des modes de communication nettement plus apaisés que pour d'autres. Et en même temps, une argumentation qui se tient quand ils débattent. Donc, le savoir-relation, c'est à la fois quelque chose qu'on peut vivre, quelque chose qu'on peut mettre en scène quand on est enseignant, et puis quelque chose qui vous structure quand vous êtes un individu qui le pratique. Bon, il nous reste encore à développer la théorie autour de ça, mais c'est en route. Merci beaucoup. Eddy, les littératies.
Oui, alors j'ai hésité un petit peu à choisir ce terme parce que, en fait, le terme littératie existe déjà et il veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et j'ai hésité un petit peu à emprunter le terme et à l'appliquer à d'autres compétences. Mais en fait, pour moi, c'est peut-être le meilleur terme pour expliquer cette interaction entre le savoir et l'action. Et je pense qu'on parle peut-être de la même chose, en fait, avec Lynn, je pense, parce que cette intégration des savoirs et de l'action. J'ai constaté dans ma carrière que souvent, quand on parle de citoyenneté, de participation citoyenne des jeunes et de valeurs, de l'éducation des valeurs, on parle souvent d'action. Donc les jeunes sont motivés par leur sens de l'injustice. Je constate qu'il y a des inégalités, je constate qu'il y a le racisme, qu'il y a le sexisme, qu'il y a l'homophobie, je constate qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Je veux participer, je veux faire quelque chose. Et ça, c'est très citoyen, ça. Mais il faut aussi, il ne faut pas négliger les savoirs. Le savoir qui a une base de savoir. Donc, le terme littératie, le fait que pour pouvoir parler, pour pouvoir écrire, pour pouvoir se servir du langage, il faut avoir des structures. Il faut avoir des structures, il faut avoir du vocabulaire, il faut avoir une grammaire, il faut avoir quand même des structures qui sont imposées, qui existent. Mais en fait, c'est en les pratiquant, c'est en s'en servant, c'est l'action, c'est en se servant de ces structures qu'on communique avec les autres, qu'on commence à pouvoir coopérer et vivre avec les autres et construire quelque chose avec les autres. Donc, alors, je propose qu'on peut parler, par exemple, de littératie politique. Quelles sont les connaissances de base qu'il faut avoir sur le système politique, sur les structures politiques, sur l'action politique, mais aussi l'action. Comment agissons-nous quand on est en communauté politique avec d'autres, quand on participe dans une action politique. Donc les deux ensemble, cette d'intégration entre les deux, constante entre les deux. Ce n'est pas qu'on apprend, dans le primaire on va apprendre les savoirs et dans le secondaire on va apprendre l'action. En fait c'est les deux tout le temps, ensemble, en interaction. On peut dire en dialogue ou même en dialectique. C'est ça qui compte. On peut parler de littératie culturelle. Par exemple, si on nous parle de participation culturelle, il faut quand même avoir des bases, il faut quand même avoir des savoirs, une culture générale, une culture commune avec les autres pour pouvoir après questionner, construire, débattre, etc. On peut parler de littératie technologique, par exemple, scientifique. Si on veut comprendre le réchauffement climatique, il faut quand même avoir certaines bases scientifiques pour avoir accès aux idées, aux concepts du réchauffement. Mais le réchauffement climatique ne se résoudra pas au niveau entièrement scientifique. Ce sera une question, ce sont des questions sociales et politiques et globales. Et voilà, on peut aussi parler peut-être même de littératie émotionnelle ou psychologique. Une littératie, se comprendre soi-même, comprendre les autres, le comportement des autres, le développement des autres, comment interagir avec les autres, comment exprimer ses émotions, etc. Donc, on peut parler de littératie comme un concept qui organise notre pensée sur la citoyenneté. Et donc, on peut, si nous parlons de littératie, on peut parler après de valeurs qui conjuguent ces littératies. Et ces valeurs nous donnent le contexte, nous donnent la raison
pour mettre en action cette littératie. Donc c'est une façon d'expliquer les choses, mais je pense que en fait avec le savoir-vivre, il y a beaucoup de communalité là. Oui, effectivement, c'est en cela justement que vos apports réciproques sont intéressants, parce qu'effectivement, ils ne sont pas en contradiction. On voit bien qu'il y a une façon d'envisager l'action éducative comme non pas découplant d'un côté des savoirs, puis d'un autre côté peut-être des actions à conduire, mais que c'est cette interaction qui permet de s'approprier véritablement les connaissances et les valeurs qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, un autre type de savoir que les savoirs académiques. Et que je trouve frustrant que le débat éducatif, certainement en Angleterre, entre traditionalistes et progressistes, c'est souvent un débat entre les savoirs et l'action. Et en fait, c'est un débat qui ne peut pas se résoudre sans l'intégration des deux. Vous avez d'un côté, vous avez les traditionalistes qui disent bon, il faut savoir, il faut beaucoup savoir avant de pouvoir agir. Et ceux qui, de l'autre côté, ceux qui disent qu'il faut surtout agir en toute intégrité soi-même et ressentir l'émotion et pouvoir agir. Et en fait, les deux sont nécessaires. Oui. Oui, si je peux aller dans le même sens d'Eddie aussi sur le fait que en ce moment, en fait, nous avons en France également, on pourrait dire, un retour de ces débats. En fait, ce ne sont pas des débats, de cette opposition entre agir et puis plutôt être dans un savoir académique. Et on le voit à travers les processus d'orientation, où de nouveau vont revenir une orientation vers ceux qui vont avoir un parcours académique classique et puis ceux qui, au contraire, seront orientés vers le pratique. Et vient s'ajouter, en plus pour nous par rapport à cette opposition, un aspect qui, à mon avis, est presque en conséquence. Nous avons depuis les résultats en mathématiques des élèves qui commencent, voilà, donc on voit s'agiter les classiques savoirs académiques contre ceux qui ont laissé faire, etc. Mais sans se poser la question finalement de comment ça se joue. Concrètement dans la classe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans un sens ou dans l'autre. Et en étant suffisamment ancienne de la formation des enseignants, moi j'ai vu passer je dirais, mais une réduction très honnêtement, quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement supérieur, donc ça fait 21 ans maintenant, j'avais 35 heures d'enseignement de psychologie de l'éducation dans la formation des professeurs des écoles, et j'avais quelques-unes pour le secondaire. Je devais en avoir peut-être 24 ou 12 plus de DTD. Et concrètement, là, maintenant, dans la formation, il n'y a plus, ça n'apparaît plus psychologie de l'éducation comme étant on va dire, une matière à enseigner. Ce qui veut dire qu'on a des enseignants qui ne connaissent pas les élèves avec lesquels ils interagissent. Et la question de comment apprend un élève à tel âge, comment est-ce que... je crois qu'il ne se la pose même plus. Et donc, la question de comment enseigner, comment est-ce qu'on peut enseigner, donc, comme tu disais, les questions de littératie, quand on va justement faire construire un mot. Moi, je me souviens d'un débat à la maternelle, non, c'était à l'école élémentaire, où les enfants ont créé leurs mots pour rendre compte d'une situation qu'on connaît très bien, c'est le fait de partir en classe verte et finalement de faire l'école. Donc, on est à l'école et en même temps, on est en vacances, en quelque sorte. C'est comme le centre aéré ou les colonies de vacances. Donc, il fallait créer un mot pour dire ce que c'était que cette classe particulière. Et donc, ils ont inventé leur truc comme l'école, comment ils ont appelé ça, l'école vacances ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, là, je pense qu'on rejoignait cette idée de littératie. Ils étaient dans un processus intellectuel, dans un débat en plus, où ils
ils créent un mot avec les significations qu'ils ont. Donc après, l'enseignante fait le lien, elle leur donne l'autre vocabulaire, mais c'est construit, ça a du sens, c'est une réalité concrète dans laquelle ils sont embarqués. Et de même, à l'opposé, on a les élèves de seconde qui débattent de comment apprendre les mathématiques. On ne va pas apprendre un cours de maths comme on apprend un cours d'histoire. Et là, ils réalisent comment finalement on apprend les uns les autres. Et pour l'enseignant, c'est la découverte de la réalité de ces élèves qui, pour certains, n'ont pas de lieu à la maison pour apprendre. Donc, tu vois, cette question, moi je trouve que c'est tout à fait intéressant ce que tu dis sur la littératie, sur la place du langage, du développement de l'argumentation dans la construction de l'individu. Et ça, on se bat encore, certains parmi nous, pour enseigner encore quelque chose de l'ordre de la psychologie de l'éducation dans la formation. Mais je pense que c'est sans doute quelque chose qu'il faudrait aussi remettre pour repenser cette société vers laquelle on tend et cette citoyenneté, en fait, et non pas imposer des mots simplement. Alors maintenant, je vais vous poser, Marie-Alette, la question qui vous est destinée. Vous avez mis l'accent dans votre intervention qui figure sur le blog sur l'importance de la finalité égalité pour l'école. Mais ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est en quoi, si on prend vraiment cette finalité d'égalité pour l'école, ça va être pour tous un gain aussi en matière de liberté et de fraternité. Alors, la finalité égalité pour l'école est effectivement très importante, c'est une finalité qui va prendre en compte tous les enfants. Mais sans la fraternité et la liberté, il va manquer des pieds au socle pour que ce trépied puisse tenir debout et vraiment avoir une assise. Je m'explique. Sans la fraternité, c'est connaître l'autre et reconnaître l'autre capable de me soutenir dans mes apprentissages et moi capable de le soutenir dans ses apprentissages, si je m'en réfère à l'école. Dans cette fraternité, la fraternité, c'est vraiment partager ce que moi, je peux partager aux autres et accepter de recevoir des autres ce qu'ils ont à me partager. C'est dans les deux sens. Pour moi, la fraternité, elle existe vraiment dans les deux sens. Et la liberté, la liberté, c'est vraiment le troisième trépied qui fait que les deux autres tiennent. Sans cette liberté d'oser dire aux autres que dans l'école, j'ai des difficultés, que dans l'école, tel ou tel parent ne sont pas accueillis, que dans ces apprentissages, je suis en incapacité d'y rentrer. Eh bien, sans cette liberté d'oser le dire aux autres, ou d'oser dire aux autres, au contraire, moi je suis très à l'aise dans tel ou tel domaine, ça c'est vraiment très important. À quel moment on va donner cette liberté aux élèves, aux enseignants même, d'oser laisser les élèves rentrer comme ça dans les apprentissages? Est-ce que les enseignants se sentent assez libres, je veux dire par rapport au programme, par rapport aux éventuelles injonctions qu'ils peuvent ressentir, eux, de ce qu'ils ont à accomplir? Quelle liberté ont-ils de vraiment être attentifs à chaque enfant, à chaque élève, à chaque jeune, pour qu'il arrive au meilleur de lui-même, mais qu'il arrive au meilleur de lui-même avec les autres. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant à l'échange. Alors, je pense que peut-être à partir de votre intervention que nos deux collègues ont entendu, il y a peut-être déjà des réactions à ce que vient de dire Marie-Alette Gras. Oui, si je peux, oui, je pense que l'égalité, j'ai parlé de l'autre jour une conjugaison, une grammaire des valeurs, et je pense que l'égalité est fondamentale, elle est à la base des autres. Et en fait, j'avais expliqué que dans les valeurs britanniques, l'égalité n'est pas
n'est pas présente, mais en fait elle est là, parce que à la base de l'idée de l'état de droit, à la base de l'idée de liberté, à la base de l'idée de solidarité ou de respect des autres, il y a toujours une idée de l'égalité. Et donc c'est fondamental. Et même jusqu'au point où on donne aux autres, on donne à l'autre un sens de l'égalité, on traite quelqu'un d'égal, même si on ne le connaît pas, si on n'est pas, on n'est pas dans le même environnement. Donc le problème de l'égalité, c'est que il faudrait problématiser l'inégalité. Plutôt, moi je trouve souvent que d'abord, derrière les inégalités éducatives, il y a toujours des inégalités économiques. Donc, il faut déjà comprendre le pouvoir, l'économie, le désavantage économique. Donc, il faut problématiser la pauvreté, comme on l'a bien dit déjà. Mais le problème, c'est que parfois, nous problématisons les inégaux, nous problématisons l'individu. C'est donc une défaillance, c'est un manque de quelque chose que d'être inégal. Et l'inverse, c'est parfois nous problématisons même les privilégiés. On problématise les privilégiés. Il y a une défaillance morale, une défaillance culturelle des inégaux, de ceux qui sont inégaux. Et en fait, il faudrait problématiser l'inégalité elle-même. Et là, il y a toujours le débat, chez nous, il y a souvent le débat entre l'inégalité des chances et l'inégalité, la vraie, l'égalité des chances et l'égalité, la vraie égalité. Et le problème de l'inégalité des chances, c'est que nous parlons c'est comme s'il y avait des moments dans la vie où on a la chance et on la saisit ou on ne la saisit pas, et voilà, c'est très simple. Mais en fait, c'est toute une société, c'est tout un système, c'est tout un environnement qui crée les chances. Et les chances ne viennent pas comme ça, une à la fois, dans le vide. Donc, c'est très compliqué. Mais derrière ça, il y a la question du pouvoir, la question de l'économie, la question sociale, culturelle. Et trop souvent, le débat, la conversation, le discours en éducation, c'est comment, pour réduire les inégalités, il faut s'adresser aux défaillances de ceux qui souffrent le plus, en fait. Et là, il y a le problème. Chez nous, par exemple, une dernière réflexion. Chez nous, nous avons un grand débat maintenant sur comment corriger les inégalités que le Covid a créées dans les résultats des examens. Et presque toutes les mesures qui sont prises soutiennent les jeunes, c'est vrai, mais elles le font d'une façon qui ne corrige pas l'inégalité relative. Parce que ceux qui ont souffert ont souffert. La différence entre les privilégiés et les moins privilégiés s'est élargie. Et le problème, c'est que les politiques correction. Les corrections, les réponses ne font rien en fait pour corriger cette inégalité. Et en fait, il est difficile de voir comment il pourrait, mais il faudrait quand même pouvoir essayer. Donc voilà. Donc cette question d'inégalité, c'est une question très profonde et très très compliquée, mais c'est à la base de toutes les autres valeurs républicaines, britanniques, quelles qu'elles soient. Merci, Marie-Hélène. Juste les politiques de correction, si elles partent de ceux qui ont le plus de mal, pour être réfléchies, pour être pensées et soutenir ces enfants, elles vont soutenir tous les jeunes, et en n'oubliant pas justement ceux qui ont le plus de difficultés. En fait, c'est comme une pédagogie qui prend en compte partir de celui qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les enfants, tous les élèves. Et c'est vraiment ça, ces politiques pour soutenir ces jeunes qui ont eu tant de difficultés avec cette période que nous traversons, et ce n'est pas fini. Il faudrait vraiment que dans les établissements, ils se disent « je vais partir de cet élève, de cet enfant qui a le plus de mal dans la classe pour penser ma pédagogie, et à ce moment-là, ça va vraiment profiter à tous ». Enfin, c'est notre conviction profonde à Télé Quart Monde. Lynn ?
Oui, merci pour cette proposition en fait que fait donc Marie-Alette. Et en fait, j'avais une réaction par rapport à la première présentation et puis j'en aurai une autre dans la continuité, mais c'est aussi en réaction à ce qu'a exprimé Eddy. Dans un premier temps, le rapport, on va dire, dialogique presque que proposait Marie-Alette avec le fait de connaître l'autre et de se reconnaître aussi dans l'autre, on le retrouve également dans la valeur fraternité. Donc, dans cette proposition en termes d'égalité, là, on a une convergence en fait par rapport aux valeurs. Et dans la proposition que nous faisions sur le savoir-relation, c'est bien l'une de ces dimensions, c'est-à-dire se reconnaître dans l'autre et se faire connaître aussi à l'autre. Et si on va plus loin en termes vraiment d'une réflexion sur ce fameux savoir-relation en termes de finalité de l'école, on pourrait prolonger en fait en parlant d'une communauté. En fait, l'idée scientifique de communauté d'apprentissage et de recherche, on l'a fait vivre. On devrait pouvoir la faire vivre dans l'école, ce qui veut dire que il y aurait une forme davantage d'horizontalité entre les élèves, mais également des enseignants à côté des élèves. Donc, on aurait un enseignant qui aurait une posture sans doute de guide, mais aussi d'accompagnateur. Et là, on a des approches qui nous permettent de l'envisager. Ce qui me permet de réagir du coup à la seconde proposition en termes de, on va dire, ce qui était dit, hein, clairement, de partir d'un élève, celui qui a le plus besoin de, etc. En fait, l'idée à l'heure actuelle, c'est vraiment d'un renversement de paradigme. Et c'est là où je rejoins davantage ce que disait Eddy. C'est-à-dire que le fait qu'on identifie ces difficultés auprès de certains élèves, c'est relatif à la norme qu'on leur propose. Mais ça ce n'est pas ce n'est pas envisager effectivement la complexité en termes de système. Et du coup, se centrer davantage sur ce qui engendre finalement ces différences et ces écarts, ce n'est pas se centrer sur l'individu. Donc la proposition pour aller plus loin serait pas seulement d'envisager l'individu en tant que tel, mais l'individu dans son système et du coup les individus dans le système. Donc le regard qu'on porte serait davantage sur les processus qui vont engendrer ces difficultés. Et donc Eddy parlait effectivement des apports de l'environnement socio-économique. Et moi je mettrais l'accent sur la formation des enseignants. Parce qu'effectivement pour envisager la dimension d'horizontalité en termes de communauté, d'apprentissage et de recherche, cela demande pour l'enseignant lui-même une remise en question de sa manière, de sa pédagogie, de ce qui se fait maintenant. Et là-dessus, nous sommes vraiment défaillants. Hein. Le dernier rapport qui date de la semaine dernière sur les résultats des mathématiques en France nous montre que il y a quelque chose qui ne va pas encore très bien. Et donc, je fais référence aux résultats de l'enquête TIMSS, voilà. Mais il y a des pistes de propositions d'amélioration qu'on devrait pouvoir envisager en termes de formation qui ne le sont pas encore. Mais il y a de quoi, je pense. Alors, il y avait deux demandes d'intervention, je crois, Michel et Marie-Alette. Alors, je vais être très brève parce que je ne suis pas intervenante à la table ronde, mais je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, je voulais vous poser une question peut-être aux trois. Et lors de notre dernier échange, Lynn avait fait observer qu'il n'y avait plus de psychologie ou très peu dans la formation des enseignants. Et quand je vous écoute, en fait, je fais une différence. Alors, on peut dire inégalité, on peut dire aussi hétérogénéité, si on veut, entre les savoirs, donc effectivement les
les résultats, les derniers résultats d'évaluation de maths. Donc, l'hétérogénéité des savoirs, où finalement, on est dans les finalités du savoir. Pourquoi par rapport, devant des savoirs, des jeunes sont inégaux. Mais j'allais dire, des enseignants correctement formés doivent réussir à apporter des solutions. Je pense qu'il existe des pistes, de nombreuses pistes. Par contre, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'hétérogénéité des comportements. Je reviens au système que vous évoquiez, parce que chaque enfant est le fruit d'un système familial, économique, n'a pas forcément les codes, entre guillemets, de l'école tels qu'ils sont actuellement. Et là, on n'est plus ni dans les finalités de l'école, ni dans les finalités des savoirs, mais on est dans d'autres finalités. Est-ce que les enseignants sont les seuls à pouvoir aider les élèves à surmonter ces inégalités, ces hétérogénéités, ou est-ce qu'il faut élargir? Est-ce que les familles, je rejoins Marie-Alette, doivent avoir une part beaucoup plus importante dans le cursus scolaire? Est-ce que d'autres aidants, des personnels soit de l'établissement, soit extérieurs, peuvent également intervenir? Est-ce que les élèves entre eux, je vous écoutais tout à l'heure Marie-Alette, et j'avais le sentiment quand vous parliez de fraternité, qu'en fait les élèves pouvaient s'apporter beaucoup, ce qui était d'ailleurs une forme d'enseignement il y a quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, où finalement l'instituteur ou l'enseignant laissait ses élèves échanger et s'apporter entre eux un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vrai que cette question, on va dire, des comportements, pour le qualifier peut-être un petit peu de façon un peu synthétique, quelles sont les finalités en termes de formation d'enseignants ou d'accueil des élèves qu'il nous faudrait définir pour essayer d'apporter des solutions à cet élément-là? Voilà. Autrement dit, si vous voulez, alors je prolonge. Tout simplement, Jean-Pierre, merci. Pour relancer l'échange, il me semble que ce que vient de poser là Michel, c'est la question finalement de la vision qu'on a de l'école. Est-ce qu'on a une vision de l'école qui se définit par des normes et des programmes scolaires, ou est-ce qu'on a une vision de l'école qui part de l'expérience concrète vécue par les élèves, et les élèves qui sont aussi des enfants, et donc c'est une expérience globale qui inclut effectivement l'expérience familiale, culturelle, du quartier, etc. Et c'est effectivement en envisageant les choses de façon systémique qu'on a des chances effectivement de pouvoir changer finalement l'espèce de déterminisme qu'on constate, notamment dans l'école française, qui fait que certains sont appelés à réussir plus que d'autres. Est-ce que... Marie-Alette? Oui, moi j'aimerais avoir une vision, j'aurais une vision un peu plus optimiste de l'école qui prend en compte l'enfant, son milieu social. Hélas, ce n'est pas le cas, parce que justement c'est un problème de formation. Je reviens à ce que disait Lynn à l'instant, c'est vraiment un souci de formation des enseignants. Prendre du temps durant la formation initiale et la formation continue pour mieux appréhender, mieux connaître les différents milieux sociaux auxquels sont confrontés les enseignants quotidiennement. Je veux dire, c'est impossible pour un enseignant d'arriver à comprendre les réactions d'un enfant ou d'un jeune qui vit de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel et qui a vraiment un quotidien extrêmement difficile, chaotique, où il n'a aucun espace à lui tranquille pour pouvoir se poser, lire, réfléchir à ce qu'il a vu dans la journée, même pas un espace le soir, et c'est sans aucune critique pour les parents parce que c'est vraiment difficile, mais même pas d'espace pour pouvoir partager ce qu'il a vécu dans la journée, et donc vous savez combien cette transmission le soir est importante, cet aller-retour avec les parents est très important, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a appris, compris ou pas compris, et ça, les enseignants, ils ne peuvent pas le deviner, le sentir comme ça. On a beau avoir beaucoup d'humanité en soi, il faut du temps pour comprendre ce que vivent ces jeunes, ces enfants, non pas pour devenir des assistants sociaux, hein,
Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit vraiment de bien rester à sa place d'enseignant. On est bien là pour enseigner aux élèves, mais pour mieux comprendre les réactions de ces élèves et les réactions de ses parents. Ça, pour nous, enfin, à ATD Quart Monde, on insiste beaucoup là-dessus. On a d'ailleurs développé un outil, on voudrait en développer un autre pour soutenir les enseignants dans ces formations, pour qu'ils puissent comprendre ces différents milieux sociaux. Merci. Une réaction, Lynn ou Bédi? Oui, beaucoup de points très très intéressants là. Je voulais d'abord répondre à la question, parce qu'il y a le social, l'individuel. Alors, il y a l'individuel, il y a la communauté éducative, communauté immédiate, mais il y a aussi le social. Et il faut, je ne sais pas si vous connaissez la recherche de Wilkinson et Pickett. Ce sont des sociologues anglais, statisticiens et sociologues anglais, qui parlent d'égalité et qui démontrent que les sociétés les plus égalitaires sont les plus satisfaites, sont celles où l'épanouissement personnel est plus large. Donc, il y a beaucoup de recherches au niveau social pour démontrer que l'égalité, c'est quelque chose, les sociétés égales ont beaucoup de bénéfices, pas seulement économiques, pas seulement dans la santé, pas seulement économique, mais psychologique aussi. Donc, et le problème des évaluations internationales éducatives, PISA, TIMSS, etc., c'est toujours que les moyennes sont trompeuses. Les moyennes cachent les inégalités. On peut avoir une moyenne qui monte, qui est en croissance, mais en fait, les inégalités sont de plus en plus larges. Et on peut aussi avoir l'inverse, où les égalités se rapetissent et en fait, la moyenne ne monte pas. La position, le rang ne monte pas. Il faut intervenir. Nos interventions doivent être d'abord au niveau individuel et au niveau spécifique, ainsi qu'au niveau social. Et les enseignants, l'école ne peut pas tout faire. C'est clair. Donc, par exemple, dans notre secteur, dans le secteur lycéen en Angleterre, nous avons des programmes, le programme d'1 an, le programme de 2 ans, le programme de 3 ans, même le programme de 4 ans. Donc, il y a cette notion une politique du temps. Si un jeune n'est pas à un certain niveau à l'âge de 16 ans, ce n'est pas la fin du monde. On leur donne du temps en plus. Ils ont une année de plus, une autre année de plus. Ce n'est pas le redoublement, ce n'est pas le rattrapage, ce sont des programmes qui sont spécifiques. Donc, déjà, on questionne ce déterminisme qui veut dire que ce groupe de jeunes ou ces groupes défavorisés ne réussiront jamais à ce niveau-là. Donc, il faut tout questionner. Et ça se passe beaucoup plus dans les lycées que dans les collèges et les écoles, parce que dans le collège et dans l'école, souvent, le barème monte pour tout le monde à chaque année. Donc, là ces interventions spécifiques, il faut les avoir en tête. Mais je suis aussi d'accord que les interventions universelles qui s'appliquent à tout le monde, bien sûr, sont aussi très, très importantes. Une dernière réflexion sur le changement de valeur, le changement de valeur éducative qu'on pourrait espérer. Ce n'est pas... L'école ne doit pas être un environnement... Je pense qu'en France, peut-être qu'il y a eu cette idée de l'école, c'est l'environnement qui homogénise, qui construit un citoyen modèle. Et en fait, comme nous l'avons tous les trois évoqué, je pense que c'est plutôt une communauté où l'individu se découvre, se connaît mieux, se crée, mais aussi que la communauté se crée. L'école elle-même, la classe, l'environnement scolaire, est aussi une communauté dans lequel il faut pouvoir découvrir les autres, découvrir l'autre, les autres, et travailler avec eux, œuvrer avec eux pour créer une communauté.
même si c'était une communauté assez petite. Mais c'est le modèle de la création. C'est une action, c'est l'activité sociale dans l'environnement scolaire. Et là, bien sûr, comme l'a dit Lynn, ça réclame des compétences aux professeurs, à l'enseignant, très particulières, de pouvoir avoir d'abord des savoirs, communiquer, de transmettre des savoirs, mais aussi transmettre ou soutenir la création individuelle et sociale. Et ça, ce sont des compétences. Là, c'est l'enseignant comme un agent social, plutôt que l'individu qui transmet unidirectionnellement. Donc, j'ai peut-être mal exprimé tout ça, mais je pense qu'il faut concevoir l'école, le lycée, l'université comme communauté éducative qui n'accepte pas ce déterminisme moi, je l'entends trop souvent, un déterminisme. Ce genre de jeunes, ce genre d'étudiant qui n'a pas réussi à 16 ans ne réussira pas, ne pourra pas, ne peut pas avoir accès à la culture générale, ne peut pas avoir accès à ceci, ne peut que faire X ou Y. En général, des formations professionnelles, peut-être à un assez bas niveau. Donc là, mais là, ce sont des valeurs que nos enseignants ont ces idées dans la tête souvent. Donc là, c'est une question de formation enseignante, bien sûr. Donc là, il y a tout, il y a l'économie, il y a la société, mais il y a l'individu, il y a l'enseignant. Tout ça compte beaucoup. Merci, Eddy. Lynn, un mot? Oui, tout à fait. Je repars de la question de Michel qui interroge effectivement la formation en termes de compréhension de l'élève. Et c'est vrai que cette dimension psychologique, on la voit à la fois quand on peut, à la fois dans comment un élève apprend. Donc, on vise la maîtrise des savoirs, mais également le comportement. Et on peut tout à fait, en tant qu'enseignant, envisager de faire apprendre à travers des projets qui vont demander de faire intervenir une association comme ATT Quart Monde ou bien des scientifiques à l'université. Et donc, c'est en ce sens aussi qu'on peut penser la communauté, même à l'intérieur de sa classe. Donc, et là-dessus, les textes le permettent. Les professeurs sont libres d'utiliser ce genre de projet, de les mettre en scène et de demander, entre guillemets, l'autorisation dans le secondaire pour les réaliser. Mais c'est toujours possible. Cependant, ce qu'on constate, c'est que les enseignants ne sont pas toujours prêts à monter ce genre de projet. Et je pense qu'on est dans cette peut-être dans cette crainte au sens où ils ne se sentent peut-être pas eux-mêmes aussi capables de pouvoir mener ce genre de choses pour tenir les deux bouts, à la fois de l'exigence académique en termes de savoir et de développement en termes de comportement. Et peut-être que là, on est en train de penser à un point qu'il faudrait sans doute renforcer, c'est celui de l'accompagnement dans la réalisation, c'est-à-dire une dimension sans doute plus pragmatique de ce que devrait être l'école. On a les textes qui nous permettent déjà certaines choses. Faire intervenir les parents, c'est dans les textes depuis la loi de 89, on essaie de rafistoler, de faire des choses comme ça, mais elle est toujours là et elle parlait déjà de la place des parents et maintenant il est question de coéducation. Et dans la coéducation, les parents ont leur place. Mais faire vivre la coéducation, alors on va la retrouver entre enseignants. Déjà, ça se fait un petit peu, mais ça demande déjà pas mal aux enseignants de disciplines différentes de vouloir se mettre ensemble, mais ça se fait. J'ai vraiment des exemples. Mais faire intervenir aussi les parents dans cette coéducation et dans l'école, en fait, en tant qu'école qui animerait cette coéducation, peut-être qu'il nous faut encore réfléchir à de vraies mises en œuvre de ce qui peut déjà exister.
Et la mission, je voulais juste rebondir sur aussi ce qu'on disait sur le rôle de l'enseignant. Dans le référentiel de compétences, la première compétence vise bien de faire vivre, d'enseigner, de transmettre les valeurs de la République. Donc, c'est dans les missions aussi de l'enseignant. Maintenant, comment faire vivre ces valeurs, comment les enseigner et les transmettre, c'est peut-être le point, c'est le comment. Comment créer cette communauté dont parlait Eddy là et qui rejoint aussi la dynamique que j'évoquais. C'est une communauté élargie bien sûr hein, avec le territoire, l'école. Alors nous avons des écoles qui sont fermées et la question de la sécurité que nous vivons en ce moment oblige l'école à être encore plus fermée. Mais d'un autre côté, nous avons le numérique qui nous permet une certaine ouverture. Peut-être qu'on pourrait utiliser ces moyens pour faire vivre cette question de communauté. En tout cas, il y a... Voilà, mon idée par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était de penser voilà, les moyens de faire ce changement, peut-être, qui nous incombe. Voilà. Bien. Quelqu'un veut-il... Oui, Michel? Une petite question plus claire que la précédente. Enfin, je vais essayer. Notre projet dans lequel vous acceptez d'intervenir s'appelle Désordre dans les savoirs scolaires, interpellation du curriculum français. Donc, nous étions bien sur les finalités, les valeurs de la République. Vous avez évoqué les uns et les autres, transmettre les savoirs académiques, la culture, etc. Mais en fait, aucun d'entre vous n'a parlé éventuellement de la finalité des savoirs et en fait de les faire évoluer, de les adapter à ces élèves. Donc on a évoqué énormément de pistes très riches, mais est-ce que je dois comprendre que les savoirs transmis aux élèves, savoirs académiques, vous semblent, j'allais dire, vous semblent convenir, ou au contraire, et sans être trop long bien sûr, est-ce qu'au niveau des savoirs aussi, il y aurait peut-être des propositions d'évolution? Jean-Pierre, vous pouvez reformuler ma question si elle n'est pas claire. Non, je pense qu'elle est parfaitement claire et que nos intervenants vont pouvoir réagir là-dessus. Hein. Il s'agit effectivement de questionner aussi à travers tout ce qu'on a dit, hein, pour avoir une école de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Est-ce qu'on ne doit pas aussi interroger les savoirs scolaires tels qu'ils sont constitués? Oui, certainement. Alors, oui, certainement, mais et c'est une question qui doit se poser constamment, parce que surtout les savoirs de base sont très très importantes et les compétences de base sont très très importantes, mais aussi elles changent. Ceux dont on a besoin comme citoyens, comme citoyens réussis, comme on pourrait dire, change de génération en génération. Mais l'important, c'est surtout, parce que le professeur, l'enseignant ne peut pas être super humain. L'enseignant est un être humain comme l'étudiant. Et il a ses limitations. Il ne peut pas tout savoir. Il ou elle ne peut pas tout savoir. Donc, l'essentiel, c'est de transmettre une orientation vers le monde, de découvrir, de questionner, d'absorber, de négocier, de développer sa capacité d'apprendre, donc de devenir un apprenant. Donc l'essentiel, c'est d'abord d'avoir les capacités de base, littératie, numératie, compréhension, culture générale, on pourrait dire, qui nous manque beaucoup en Angleterre, d'ailleurs, parce que la culture générale il n'y a pas de sujet où on transmet la culture générale du tout, mais aussi de respecter et d'abord de se connaître ça. J'ai une petite question sur les parents, la question des parents, parce que les parents ne sont pas égaux non plus. Les parents ont un tas de choses à faire, et souvent les parents dans les familles les moins favorisées attendent plus de l'éducation parce qu'ils n'ont pas eux les ressources. Donc c'est le pont. L'éducation, c'est le pont à la compréhension du monde.
Et le monde, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. L'Internet nous permet d'avoir accès à tout, mais il faut quand même des compétences pour avoir cet accès, pour choisir, pour sélectionner, pour comprendre, pour critiquer, voilà. Donc oui, les savoirs, il faut un curriculum déjà qui donne accès, qui ouvre les portes à tout ce que la culture humaine peut nous offrir, sans prétendre tout transmettre, parce que en fait c'est l'apprenant lui-même, c'est l'apprenant lui ou elle-même qui va ouvrir ses portes tout le long de leur vie. Mais il faut quand même leur montrer comment ouvrir la porte. Et il y a un tas de portes, et ça peut être un peu, c'est éblouissant quand on comprend ce que c'est. Mais donc il y a les compétences de base, et puis il y a aussi le savoir apprendre. Savoir apprendre pour soi et avec les autres. C'est peut-être pas la réponse, c'est une réponse très, très complète, mais voilà. Si, on voit bien à travers ce que tu dis, Eddy, qu'effectivement il s'agit d'avoir une conception non pas de savoir constitué, je dirais, de façon monolithique et devant être là pour l'éternité, mais il s'agit dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain auquel prépare l'école, effectivement de donner les clés aux enfants, aux jeunes, leur donner les clés pour que dans ce monde, ils puissent se repérer, continuer d'apprendre, de se former. Et je voulais préciser, quand je parle de base ou de clés, c'est vraiment, ce sont par exemple le langage. Le langage nous permet de travailler avec les autres, de communiquer avec les autres. Donc, le langage n'est pas important parce que c'est un monolithe qu'on doit transmettre. Il est important parce qu'il nous permet, ça nous donne un langage commun. Et donc, sans ce langage, on ne peut pas exister dans un monde social. Donc, il faut justifier ces bases. Les bases ne sont pas des données qui passées de génération en génération qu'on ne questionne pas. Il faut certainement les questionner. Mais une base est une base parce qu'elle nous permet de travailler en collectivité, de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, que ce soit une personne ou toute la société. Oui. Lynn, un mot ? Oui, tout à fait, parce que la question est très importante, en fait. Sur cette question du savoir, en fait, je vais ramener deux autres mots. Je vais ramener un mot qui est l'épistémologie et le second mot qui est le fait de questionner ce qu'on entend par transmettre. Et je pense en fait, et là je vais être, ce que je vais dire en fait s'appuie sur une conception de l'apprentissage qui est celle de l'approche vraiment, on va dire, scientifique du socio-constructivisme et pas de l'interprétation du socio-constructivisme. Là, vraiment, je vais être très, je fais la différence parce que on a et je rejoins en fait Eddy. J'allais parler du langage au début, il a fini sur le langage parce que nous utilisons des mots et on se retrouve avec des glissements de sens parce que nous n'y mettons pas les mêmes significations. Et c'est pour cette raison que là, quand je parle du socio-constructivisme, je suis vraiment dans la théorie. C'est-à-dire que l'individu va apprendre à partir des savoirs qui sont à l'intérieur des objets qui l'entourent. Et parmi ces objets, le langage est un construit. Et on se rend compte, et en fait, je l'avais aussi par rapport à la question précédente de Michel sur le comportement. Ce qu'on identifie, c'est que beaucoup des jeunes qui ont des comportements qui peuvent être interprétés comme des gestes violents ont peu de mots, en fait, pour exprimer les émotions qu'ils éprouvent.
Donc, on voit comment le fait d'accompagner des jeunes à trouver des mots ou à trouver d'autres expressions qui peuvent être cette fois-ci de la danse, qui peuvent être du sport, mais pour contenir les émotions qu'ils ont, leur permet après de rentrer en communication avec d'autres d'une autre manière que simplement par la violence. Donc ça, c'est un point. Et une telle interprétation, elle vient d'une conception socio-constructiviste en fait des apprentissages. L'individu va se construire avec tout ça. Et donc, sur cette question-là, la transmission n'est pas seulement le fait d'envisager l'individu comme quelqu'un à qui on va apporter quelque chose, mais comme quelqu'un qui a déjà quelque chose qu'on va essayer de faire évoluer, de faire grandir, d'où cette idée d'épanouissement dont on parlait tout à l'heure. Et je vais plus loin, ayant beaucoup travaillé sur les décrocheurs et continuant à travailler avec eux, on se rend compte que beaucoup de ceux qui sont entre guillemets décrocheurs, on imagine qu'ils étaient accrochés à l'école et puis qu'on les a enlevés, bien ce sont des gens qui ont d'autres manières de fonctionner, qui ont d'autres savoirs, d'autres savoir-faire, et que souvent le problème qui se pose, c'est que l'école, dans sa rigidité, ne donne pas de la place en fait à l'expression de ces savoirs. Donc, quand je parle de la transmission, je parle aussi d'une politique de transmission plutôt sous cet angle-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va envisager de transmettre en donnant sa place à ce jeune avec ce qu'il a, en lui donnant l'occasion de l'exprimer et en reconfigurant les choses avec lui. Et donc du coup, on est dans une société inclusive et dans une école inclusive. Quand on fait ça, c'est encore un autre mot que nous avons maintenant. Mais donner corps à ce que c'est qu'une école inclusive ou une société inclusive, eh bien, il nous faut discuter encore ces termes-là dans la réalité de ce qui peut se faire. Et quand je parlais de la dimension de l'épistémologie des savoirs, c'est le fait que nous n'avons plus le temps, et là je reviens sur mon élément fondamental en termes professionnels qui est la formation des enseignants, nous n'avons plus le temps de discuter avec les enseignants de l'émergence des savoirs qu'ils auront entre guillemets à transmettre ou à enseigner. Et si on réfléchit à la manière dont les savoirs se sont construits dans l'histoire des hommes, on se rend compte qu'ils ont été des réponses à des problèmes, qu'ils ont été des réponses à des confrontations, plus ou moins violentes. Je pense aux guerres, mais en tout cas, il y a eu rencontre avec l'autre. On peut regarder le côté positif de ces rencontres. Et cette dimension de la construction des savoirs à l'échelle de l'humanité, donc qu'on retrouve dans l'épistémologie, on n'a plus le temps de le faire. Et quand même, je pense que c'est à la charge des enseignants de devoir le faire. S'interroger sur ces fameux savoirs académiques qu'ils ont à transmettre et qu'est-ce que ça veut dire transmettre ce savoir. Et donc, ils ont toute liberté de pouvoir, avec les autres, recréer ces communautés qui ont permis l'émergence des savoirs à travers des projets. Donc, effectivement, il y aura à construire un projet, il y aura à inventer une manière de refaire vivre quelque chose. Et ça fait partie de la formation des enseignants, c'est la didactique. On ne compte pas, il y a une mise en scène à organiser. Mais construire une bonne mise en scène, eh bien, c'est aussi savoir comment les savoirs se sont construits. Contre quoi, finalement, ils ont été des savoirs. Et ça, c'est le progrès. Et bon, voilà, ce sont les deux points que je voulais dire. Donc, effectivement, les programmes sont à remettre en question, sans doute, mais peut-être plus qu'à remettre en question, à être complétés par les dimensions épistémologiques qui ont amené les savoirs fondamentaux. Oui. Et dès le langage, dès l'école primaire ou l'école maternelle, on peut faire vivre des situations dans lesquelles les élèves vont se poser des questions, vont s'interroger, et les mots qu'on va leur apporter sont des réponses à leurs interrogations. Et voilà, je pense que c'est... Mais bon, on a encore du travail parce qu'on n'y arrive pas encore à faire ça. Mais ça peut, je pense que c'est possible. C'est possible de l'envisager, c'est possible. Et puis, il y a un autre point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est le fait que, même en tant qu'enseignant, il faut bien penser que les élèves que nous avons maintenant sont forcément les adultes de demain.
Et nous ne savons pas le monde de demain qu'ils auront à vivre. Et donc, si on réfléchit en termes de socio-constructivisme, d'épistémologie des savoirs, alors on va développer avec eux cette réflexion sur leur propre manière d'apprendre. Et donc d'être capable de s'adapter à ce que sera le monde. Moi, je crois beaucoup en leur capacité de s'adapter, que moi, je ne connais pas maintenant. Donc, ils vont me dépasser dans ce qu'ils vont faire, et c'est le but, en fait. Ils vont faire leur vie, ils vont faire leur création, quoi. Voilà. Merci, Eline. En t'écoutant, j'ai pensé aussi à ce que ça pouvait faire réagir Marielle Edgar quand tu as parlé des décrocheurs, parce que ce terme de décrocheur, justement, il a quand même fondamentalement, quand on pense au sens du mot, il veut dire que c'est le jeune décrocheur qui porte la responsabilité du décrochage, puisque c'est lui le décrocheur. Et effectivement, tout ce qu'on vient de dire là, c'est pointer du doigt comment une forme d'organisation scolaire, une forme d'organisation de la transmission académique peut provoquer des décrochages, mais est responsable d'une certaine façon d'un certain nombre de décrochages, et notamment de celui des enfants qui vivent dans des milieux de pauvreté. Vous avez vu ça, Marielle, en travaillant. Je voulais réagir à ce qu'ont dit Eddy et Eline. D'abord pour dire que je suis complètement d'accord, et je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit parce que vous le dites beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je partage vraiment tout ce que vous venez de dire. Je veux dire deux choses. Je vais répondre à votre question, hein, Jean-Pierre, mais les parents les plus pauvres, les parents qui vivent la grande pauvreté, pensent que l'école, c'est vraiment ancré en eux, hein, je n'en connais pas qui n'ait pas cette idée-là. Ils ont vraiment l'idée que l'école va permettre à leurs enfants, à leurs jeunes, d'avoir une vie meilleure que la leur. Ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les outils, ça ils en sont conscients, mais ils pensent vraiment que l'école va permettre à leurs jeunes, à leurs enfants d'avoir une vie meilleure que la leur. Je trouve très intéressant que tous les deux vous souligniez la notion de temps, de savoir prendre le temps avec les enfants, avec les jeunes, de savoir, en fait, c'est oser prendre le temps, parce que dans notre société, c'est presque un luxe de dire je vais prendre le temps de faire telle ou telle chose avec mes élèves parce que ça sera profitable à tous. Donc cette notion de temps, à mon avis, elle est très importante, et les enseignants doivent pouvoir se l'autoriser régulièrement, de prendre ce temps, de s'autoriser ce temps. Alors sur la notion de décrochage et de décrocher, on dirait plutôt des décrochés de l'institution scolaire, hein, que des décrocheurs. Non, ça serait plus exact, parce que c'est terrible. Il faut absolument qu'on arrête d'employer des termes comme cela, parce que ces jeunes qui sont décrocheurs, ce sont en fait des jeunes qui ont déjà perdu confiance en eux, qui se répètent sans cesse que de toute façon ils ne sont pas capables et qu'ils ne vont pas réussir. Donc si en plus on leur rajoute cette étiquette de décrocheur, eh bien là effectivement ils ne vont pas s'y remettre dans les apprentissages et dans cette envie, dans cette soif d'apprendre qu'en fait chacun a en soi, mais que l'on ose développer ou que l'on n'ose pas développer. Et vous le disiez très bien tout à l'heure, Eddy, ce n'est jamais fichu. Ce n'est pas parce qu'à 18 ans, on dit à quelqu'un que il vaut mieux que tu ailles dans cette voie, parce que non, rien n'est jamais perdu. Et nous le voyons à longueur d'année en faisant des travaux avec des universitaires et avec des gens qui ont l'expérience de la grande pauvreté, c'est-à-dire que des universitaires qui travaillent, qui réfléchissent, qui pensent, qui vraiment croisent leur savoir avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, mais on voit bien que ces personnes qui ont cette expérience de la grande pauvreté et qui ont absolument zéro diplôme, qui sont sorties du système scolaire bien trop tôt, peuvent travailler avec des universitaires, peuvent réfléchir et penser pendant des jours et des jours avec des universitaires et bâtir des savoirs communs et bâtir des propositions communes. Ça, c'est tout à fait possible. Et là-dessus, je veux juste
vous soulignez les travaux, mais je l'ai peut-être déjà fait dans une autre intervention, je ne sais plus, les travaux du laboratoire du Lapsidé de Grégoire Bortz à la Sorbonne, qui est vraiment sur cette idée-là de dire ce n'est jamais perdu. Un enfant, lorsqu'on lui dit à 5 ans, mais t'es trop bête, tu vas jamais y arriver, non, c'est faux, ce n'est jamais perdu. Il y a vraiment en chacun des ressources possibles qu'il faut aller chercher par d'autres, je ne vais pas utiliser le bon mot, mais par d'autres pédagogies, par d'autres stratagèmes. Voilà, et l'équipe de Grégoire Bortz, d'ailleurs, développe, en allant dans les écoles, développe comme ça des activités avec les enfants pour voir qu'un jeu répétitif chaque jour ou 2 ou 3 jours par semaine va permettre à tel ou tel enfant qui ne rentrait dans aucun des savoirs proposés de tout à coup se remettre dans les apprentissages qui lui sont proposés. On retiendra d'abord l'opérationnalité de l'indivisible devise républicaine comme finalité de ce qu'on apprend à l'école. Pas d'égalité possible sans fraternité entre enfants, parents et professionnels de l'école, ni sans liberté des uns et des autres. On retiendra ensuite ce que le choix de ces valeurs comme finalité peut induire en matière de conception du curriculum. Plutôt que d'opposer ou de juxtaposer de manière stérile le plus souvent savoir et mise en œuvre concrète de ces savoirs dans l'action, pourquoi ne pas penser littératie culturelle, politique, scientifique, numérique en conjuguant savoir, compétences et leur mise en œuvre effective dans ce qu'apprennent et vivent les élèves? Plutôt que de penser de manière concurrentielle l'école et le monde, l'école et l'entreprise, l'école et les médias, l'école et la famille, ne pourrait-on pas, de manière féconde, passer de l'école des savoirs à l'école du savoir-relation, où le lien se fait entre les savoirs scolaires et les savoirs du monde, où l'on cultive relation à soi, à l'autre, à la planète, avec des enseignants qui en créent les conditions?